Écoutez, il n'y a pas de différence entre nous, entre les militants, sauf que chacun a son histoire avec le parti, chacun a son histoire avec le président Ouattara. Et le RHDP donc, est un parti qui est né en 2019. Mais pour mon histoire personnelle donc, avec le président Ouattara, je dirais que j'ai embrassé donc, je vais dire, le combat du président Ouattara depuis 90. J'avais à peine 15 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué chez lui, d'abord, je suis un oufotiste dans l'âme. Et donc en 90, très jeune, vous savez, vous êtes là, vous avez suivi, bon, ceux qui sont peut-être moins jeunes ne se rappellent pas de cette histoire, mais l'opposition avait mobilisé la jeunesse dans les rues, les élèves en particulier, à l'effet donc de combattre le président Houphouët-Boigny. Et moi, donc oufotiste convaincu dans l'âme, j'ai trouvé ça injuste. Et lorsque le président Ouattara est arrivé, le Premier ministre, et qu'il a redressé la situation, il a permis au président Houphouët-Boigny donc, de terminer son mandat donc, dans l'honneur. Alors, tout de suite, je suis tombé amoureux de lui et aussi son parcours académique, parce que je suis très amoureux des études. Et donc, quand on a appris qu'il était titulaire d'un PhD, d'ailleurs, si je suis parti aux États-Unis, c'est un vieux rêve. Donc, qui est né à moi à la rencontre donc, du président Ouattara. Et donc, de faire un PhD voilà, également? Non, voilà, de jurer de faire un PhD, mais aussi d'aller fréquenter aux États-Unis. Okay. Donc, son parcours académique, son parcours professionnel, mais aussi pour la touche qu'il a apportée à son pays au moment où nous étions dans une grande difficulté. Et donc, j'ai décidé de le suivre. Et lorsque le RDA a été créé très jeune, j'ai adhéré à ce parti et je ne l'ai jamais quitté jusqu'à ce que on se fonde donc dans le RHDP. Mais nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une phase de révision de liste électorale, donc qui a fait l'objet de consensus général. Et tous les partis politiques de l'opposition, vous l'avez vu, M. Thiam est allé sur le terrain à Oudéné partout pour demander aux populations de s'inscrire sur la liste électorale. Donc nous sommes tous tombés d'accord pour mettre en place un processus qui est en cours. Les revendications qu'on entend, M. Marius, vous le savez, c'est un scénario. Et c'est le même scénario de 2020 que l'opposition essaie de mettre en place, à l'effet de nous empêcher d'aller aux élections. Vous avez bien entendu M. Katina qui demandait la dissolution donc, de la commission électorale indépendante. Mais quand un journaliste lui a posé la question, mais quand on dissout la commission électorale indépendante, à 6 mois des élections, comment on fait? Faut-il reporter la date des élections? La réponse a été, pour moi, scandaleuse en disant on dissout la commission électorale indépendante, après les conséquences, on verra. Mais c'est grave. Un pays ne peut pas aller à l'aventure. Nous devons savoir ce que nous devons faire d'ici le 25 octobre 2025. On ne peut pas envoyer le pays donc, dans une situation totalement hasardeuse. Donc vous voyez, les revendications de l'opposition, pour moi, c'est farfelu. Très bien, Herman. Voilà, c'est farfelu et il ne faut pas en tenir compte. Voilà. Bon. Même aux États-Unis, il y a des marcheurs qui sont arrêtés partout au monde. Les marches sont encadrées par des lois. Lorsque ces lois ne sont pas respectées, mais la loi vous interpelle. Alors donc, nous avons des indicateurs aujourd'hui qui disent que la Côte d'Ivoire, en termes de liberté de presse, et c'est vous qui êtes les journalistes, je ne crois pas que vous soyez menacés dans votre métier, pas du tout. D'ailleurs, la preuve, nous sommes là. Alors, en termes donc de liberté d'expression... La liberté de presse est différente de la liberté d'expression. Non, mais c'est la presse qui s'exprime le plus. Si je veux, oui, mais quoi que la liberté d'expression... C'est bon qu'on les laisse s'exprimer. Donc, j'ai dit, les indicateurs sont là. Aujourd'hui, l'élément important qui mesure la liberté d'expression dans un pays, c'est d'abord la presse, dans toute sa composante. Vous avez les partis politiques aussi qui ne sont pas menacés dans leurs activités, qui mènent leurs activités tranquillement. Tout dernièrement, le week-end, on a vu le président du PPACI animer son meeting qui a mobilisé du monde. En même temps, le PPACI estime qu'ils ont demandé le stade, hein, mais qu'après, cela leur... Bon, là, ça dépend d'un arrangement au niveau donc, de la commune. Je n'en sais rien. Mais dans tous les cas de figure, ce que je remarque, c'est qu'ils ont tenu leur manifestation sans entrave. Ils étaient très heureux. Ils ont même passé la nuit là-bas. C'était une belle fête. On voit le président Thiam donc, qui parcourt le pays, qui anime aussi ses meetings, qui danse les oblasos sans problème. Donc, pour moi, ce n'est rien qu'à regarder ces indicateurs, ça montre effectivement que la Côte d'Ivoire est dans une dynamique, donc, dans un processus de démocratisation politique, mais aussi de la société, de la vie civile. Maintenant, les grèves sont encadrées par des lois. On ne peut pas aussi permettre que des gens
je vais dire, mettre la vie de la nation en danger, surtout en ce qui concerne l'avenir des enfants, surtout quand on a un cadre de dialogue qui a été mis en place à travers des trêves sociales. Je pense que M. Marius, nous sommes tous parents d'élèves, on ne peut pas accepter que les enseignants, je comprends leur revendication, elle est légitime, mais ils ne peuvent pas mettre aussi l'avenir des enfants en danger. Et donc aussi par des moyens violents, parce que c'est ce que les gens ne disent pas. Des enseignants sont allés dans des écoles pour faire sortir leurs collègues, donc qui n'étaient pas dans leur grève, qui ne sont pas donc dans leur syndicat. Dugari était couché chez lui quand on l'a arrêté. Mais les arrestations font l'objet, donc, moi je ne suis pas policier, mais la police sait comment elle arrête des gens. Est-ce que ces droits ont été violés? Je pense que s'il a des avocats, alors ils feront valoir donc ces droits et ils vont relever donc les vices de procédure. Monsieur Kokora, vous disiez que certains enseignants en sont allés faire sortir d'autres. Vous savez c'était où, par exemple? Mais dans plusieurs villes. À Bonois, par exemple, moi j'ai ma petite soeur qui enseigne là-bas, mais beaucoup d'enseignants avaient peur d'aller à l'école parce que certains enseignants grévistes sont allés pour menacer leurs camarades, et dans plusieurs villes ça s'est passé. Donc vraiment, vous savez, le syndicalisme, je crois que beaucoup ont fait du syndicalisme, et les enseignants, je crois qu'ils ont une centaine donc, de syndicats. Alors quand je ne suis pas membre d'un syndicat, et que je ne suis pas obligé de répondre à votre mot d'ordre de grève, pourquoi est-ce que vous allez me menacer si je dois l'enseigner? Mais ça aussi, c'est une violation donc, de nos lois. Et ces personnes doivent être interpellées. Vous savez, pour ne pas raisonner en termes de ce qu'il n'a pas fait. Même jusqu'à la fin de sa vie, il ne pourra pas finir donc de régler tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. Oui, mais on peut savoir les défis, en fait, pour lesquels il faut qu'il soit là. En fait. Voilà, les défis, je l'ai dit, nous avons donc autour de nous des défis sécuritaires. Vous comprenez, nous avons des défis au niveau social, nous avons des défis au niveau de la santé, des défis au niveau de l'éducation. Et nous pensons que pour son leadership assez fort, le président Ouattara est aujourd'hui à même de continuer le boulot et de transformer la Côte d'Ivoire. On pouvait avoir des inquiétudes si le président disait que, bon, je suis soit fatigué, alors là, on pourrait... Mais le président l'a dit, vous l'avez entendu, il dit, je suis en forme. Je suis en bonne santé, je peux encore continuer de servir mon pays. Donc le monsieur Ouattara est un don pour la Côte d'Ivoire. Et de telles personnalités, on ne les gagne pas aussi facilement. Je crois que dans un siècle, vous allez peut-être trouver deux personnalités. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons eu le président Houphouët-Boigny, mais après c'est le président Ouattara. Et il faut qu'il continue donc de donner le meilleur de lui-même. Dans la vie, il faut respecter les engagements qu'on prend. Les partis politiques ont été rencontrés par le président de la Commission électorale indépendante et l'institution. Ils sont tous tombés d'accord et ont mis en place un chronogramme qui va jusqu'en juin. Mais M. Marius, la même loi qu'on demande de respecter, quand on affiche la liste définitive en juin, on dispose de combien de temps pour réaliser une nouvelle révision de liste électorale? Puisque la loi dispose également, l'article 11 du Code électoral dispose que la liste provisoire doit être affichée 3 mois avant les élections.